Je me présente, Nicolas Rigaud, je travaille à la Maison Inauvergne et j'introduis avec notre éminent président Jean-Pierre Bronas les coups de cœur. Aujourd'hui, les coups de cœur sont consacrés au domaine, sont appliqués au domaine de l'agriculture. Donc ça change un petit peu par rapport aux éditions précédentes, mais ça prouve qu'on peut faire l'accompagnement de l'innovation dans tous les secteurs d'activité, avec le témoignage de deux entreprises qui ont été retenues par leur démarche, la société Bovine Market et la société Piloter sa ferme. Je te laisse introduire deux, trois petits mots sur les coups de cœur à la Maison Inauvergne. Bonjour à tous. Moi, ce qui me semble important en tant que président du GIP, du groupement d'intérêt public Inauvergne, c'est que nous avons ici sur notre territoire, et c'est la force de notre territoire, un écosystème qui est très efficient. Et qu'est-ce qui nous permet cette efficience? C'est précisément la dimension du territoire métropolitain. Nous sommes assez forts, assez grands pour avoir des fonctions métropolitaines de recherche, d'enseignement supérieur, des fonctions hospitalières, mais nous n'avons pas de gigantisme de Lyon, de Rhône-Alpes, de Grenoble, ce qui nous permet, en très peu de temps, de réunir autour de la table tous les acteurs de l'innovation. Et l'intérêt d'Inauvergne, c'est justement d'être ce catalyseur de l'ensemble des acteurs où nous pouvons proposer soit aux porteurs de projets, les primo-créateurs, soit aux entrepreneurs PME, TPE, un service qui comporte toutes les étapes. C'est-à-dire, la première étape, c'est un accueil avec des ingénieurs, des docteurs ingénieurs, qui vont vous dire oui, non, l'idée va trouver un marché. Vous trouvez ensuite, si oui, l'idée est bonne, elle est appréciée donc à sa juste valeur par nos conseillers développement technologique. Ensuite, il y a l'étape du financement, avec tous les acteurs du financement, la BPI, la CCI, le conseiller régional, la Clermont-Auvergne Métropole, etc., qui sont là. Et puis, c'est un accès à tous les dispositifs, c'est un accès à la recherche, à l'université, à la société d'accélération de transfert technologique. Bref, c'est tout un écosystème qui est autorisé par notre taille. Et c'est la raison pour laquelle nous n'avons pas à rougir vis-à-vis des autres grandes villes de notre région Auvergne-Rhône-Alpes, parce que c'est précisément la taille de notre territoire qui nous permet d'être aussi efficaces. Voilà. Je vous remercie, excellente journée. Merci. Merci, Président. Parfaite transition, comme ça je vais pouvoir introduire tranquillement le dispositif, puisqu'en fait, effectivement, juste avant de débuter les coups de cœur, je voudrais juste remercier sur les aspects organisationnels le Conseil régional pour nous accueillir aujourd'hui dans ses locaux, et le Bivouac qui nous a donné un petit coup de main pour l'organisation aussi. Alors, les coups de cœur, en fait, quel est le principe? Il est relativement simple, c'est à la fois d'illustrer des parcours d'entrepreneurs sur des projets d'innovation, d'avoir un témoignage, un temps, un petit peu de recul sur un parcours de création d'entreprise, mais en même temps il y a une vertu pédagogique, si j'ose dire, puisqu'il s'agit en fait de montrer comment des entrepreneurs peuvent faire appel au pouvoir public pour débloquer ou les aider dans leur cheminement d'entrepreneur. Donc c'est en fait ce double témoignage, en fait, ce double objectif auquel vous avez assisté aujourd'hui, puisqu'en fait nous allons émailler le témoignage de Bovine Market et de Piloter sa ferme, d'intervention de différents acteurs partenaires de la Maison Inauvergne qui sont venus, à un moment donné, donner un appui, ou technique, ou financier, ou les deux, à leur parcours. Donc, au niveau de la présentation qui sera relativement synthétique, je vous rappellerai juste, avant d'attaquer les témoignages, en quoi consiste la Maison Inauvergne, parce que le concept peut paraître un peu abscon pour les personnes qui ne sont pas dans le secteur public. Donc, quel est le principe qui sous-tend cet accompagnement? Ensuite, je demanderai à Thierry Luhaille, l'un des fondateurs de la société Bovine Market, de venir me rejoindre pour que nous ayons son parcours de chef d'entreprise. Nous ferons la même chose avec la société Piloter sa ferme, et bien évidemment, des questions seront, vous aurez voix au chapitre, des questions ou des précisions par rapport à ce qui vous sera présenté aujourd'hui. Et pour prolonger ces échanges, pour pouvoir par exemple interroger
les partenaires de la Maison Innoverne qui sont intervenus sur ces deux projets, vous aurez la possibilité, lors d'un cocktail qui se situera au rez-de-chaussée, de les interroger directement sur le type d'accompagnement qu'ils peuvent vous proposer si vous avez un projet d'innovation. Alors, la Maison Innoverne, en quoi ça consiste? On va dire que c'est un collectif d'acteurs publics ou parapublics qui mettent en commun leurs outils d'appui technique ou financier liés à l'innovation. L'innovation, c'est un champ particulier de l'accompagnement public, hein, ça obéit à des règles assez précises, et en fait, les partenaires de la Maison Innoverne s'associent, font une équipe pour en fait répondre aux problématiques de votre projet. Donc, sur des projets individuels, vous avez une logique de passage de relais entre les différents acteurs dont vous voyez les logotypes sur cette diapositive. Alors, je suis désolé pour ceux qui sont au fond, c'est un petit peu difficile à lire, mais vous retrouverez en fait sur l'article en ligne du connecteur, vous retrouverez en fait les différents partenaires de la Maison Innoverne, et sur le portail de la Maison Innoverne, nous ferons également un reportage en post-production. Ces différents acteurs, que sont d'abord les principaux représentants de la puissance publique, l'État, le Conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes, on va trouver également les délégations de l'ADEME, on va trouver bien sûr partenaire financier très important de l'innovation de BPI-France, CCI Innovation, qui est le service de la CCI départementale en charge de l'accompagnement des projets d'innovation, Clermont-Auvergne Métropole, comme l'avait cité tout à l'heure M. Brenas, la Société d'accélération du transfert de technologie, la SAT, qui accélère, elle, les projets d'innovation émanant des universités, l'université, qui bien évidemment elle-même génère des spin-offs dans le domaine de l'innovation. Au niveau 3, vous voyez les 3 incubateurs d'entreprises innovantes, l'incubateur BUSI, qui interviendra tout à l'heure, mais également l'incubateur d'innovation sociale, d'économie, d'innovation sociale et solidaire, excusez-moi, Coco Shaker, et l'incubateur Square Lab de l'ESC. Bien évidemment, il y a également les services internes à la Maison Innoverne. Il y a 2 services internes, que sont le réseau de développement technologique et la cellule d'interface technologique. Donc tous ces acteurs, en fait, se coordonnent, passent le relais en fonction de la problématique qu'il faut accompagner sur le projet. Il ne s'agit pas de passer le relais à tous ces acteurs-là, bien évidemment, en fonction du projet. C'est tout ou partie des outils d'accompagnement qui sont activés. C'est personnalisé en fonction du type de projet. C'est ce que vous voyez également illustré sur cette diapositive qui montre en fait les différentes, dans les cercles verts, les différents domaines sur lesquels en fait il peut y avoir un accompagnement public, et sur les différentes phases de la vie d'un projet, du simplement de l'idée, j'ai un projet d'innovation, j'ai une idée, mais est-ce que c'est une entreprise qui est au bout? Ça, on n'en sait rien, jusqu'à la phase où effectivement vous êtes sur un lancement de produit. Alors pour illustrer ce parcours, je vais demander à Thierry Buhaï de Bovie Market de me rejoindre. Si vous pouvez prendre juste le micro qui se trouve à votre gauche, pour illustrer le premier projet. Alors, avant de dire exactement en quoi consiste l'activité de la société Bovie Market, vous allez visionner un court film en fait qui ne décrit pas exactement le cœur de Bovie Market, mais qui décrit un client de cette structure, et ensuite je laisserai le soin à Thierry Buhaï de vous indiquer exactement comment Bovie Market va aider cette filière. Il s'agit de la filière Port des Combrailles. Juste 2 secondes. Bonjour, nous sommes aujourd'hui dans la région des Combrailles, à Saint-Priest-des-Champs, une région naturelle de basse montagne qui couvre une zone de collines et de gorges. Merci Christophe de nous recevoir dans votre ferme. Oui. Vous élevez de façon traditionnelle des porcs des Combrailles. Qu'est-ce que c'est? Le Port des Combrailles, c'est une marque qui regroupe la production de 13 éleveurs locaux qui ont des exploitations familiales de petite taille. Oui. Et qui appliquent tous les mêmes cahiers des charges, D'accord. ce qui donne droit à la dénomination origine montagne. Les porcs sont nés, engraissés en bâtiment et transformés en charcuterie dans les Combrailles et ses alentours proches. Bon, en route vers les cochons? Allez, je vous suis. C'est parti. Attention. Donc, on va voir déjà des petits. Oui. Toute la gamme. Toute la gamme. Voilà. Super. L'adhésion à l'origine montagne implique de produire des porcs de qualité. Que leur donnez-vous à manger? Nous portons une attention particulière à leur alimentation.
Celle-ci est à base de céréales, dont au moins 25% sont produits en zone de montagne, avec un peu de compléments alimentaires. D'accord. Les négociants de la région qui nous fournissent nous garantissent un aliment avec moins d'1% d'OGM, sans graisse, sans farine animale et sans antibiotiques de croissance. Super. Avec cette alimentation, le cochon sera-t-il bon? La qualité du cochon dépend effectivement de son alimentation, des bonnes conditions d'abattage et aussi d'être travaillé et cuisiné très frais. Mais avec une alimentation à base de céréales moins riche, la croissance du cochon est plus lente et le poids final à 5 mois est moins élevé que dans les élevages standards. Nous privilégions la qualité au rendement. Merci Christophe. Poursuivons notre découverte du port des Combrailles chez le chef Lionel Hédier au Bistrot Zénith à Cournot d'Auvergne. Chef, depuis que vous avez repris le restaurant fin 2016, vous avez mis le port des Combrailles à votre carte. Pourquoi ce choix? J'ai mis le port des Combrailles à ma carte parce que c'est une viande qui a une belle couleur, qui est rosé clair. Elle a une belle tenue en cuisson. Son jus reste bien concentré à l'intérieur de la viande quand on la fait revenir. Elle reste moelleuse, goûteuse. C'est complètement différent par rapport à un porc qu'on trouve en élevage standard. Donc c'est pour ça que moi je prends le port des Combrailles et c'est avec le port des Combrailles que je réalise le mieux ma recette du porc au caramel. Très bien. Alors finalement c'est une recette qui doit être réalisable pour un cuisinier moins chevronné que vous. Alors la recette du porc au caramel, elle est tout à fait simple. Je fais revenir mes morceaux d'échine dans une casserole. J'incorpore des oignons, des carottes. La seule épice que je mets, c'est du gingembre. On fait cuire 20 minutes. À côté, je réalise un caramel. Voilà, c'est tout. Et bien maintenant, dégustons. Allez-y, on va goûter. J'étais à peu près sûr qu'en diffusant un film comme celui-ci à cette heure-ci, effectivement, ça allait faire saliver des papilles. Mais effectivement, pour revenir à notre sujet, là vous avez vu l'un des clients potentiels, en fait, une filière de production en fait, de porc. Je vais vous demander, Thierry, exactement en quoi consiste en fait l'offre de la société Bovie Market, pour faire le lien en fait avec ce film, puisque le lien n'est pas forcément si évident au premier abord. Alors, merci, bonjour. Ce film, il illustre les valeurs de Bovie Market. Il n'y a pas de bon plat sans bon produit. Donc après, le reste, c'est un outil qu'on propose pour arriver à mettre cela en valeur. Alors ce que nous faisons, c'est que nous proposons de faire un réseau des filières alimentaires régionales de qualité de terroir, ce qui permet en fait de transposer les acteurs existants des filières régionales qui font de la qualité, savoir où est-ce que c'est produit, comment c'est fait, par qui, et transposer en fait ces acteurs dans le monde du commerce d'aujourd'hui, qui est maintenant sur Internet, puisque on le sait, maintenant la progression des applications téléphones que nous avons et des tablettes fait qu'aujourd'hui, ne serait-ce que la génération des 18-24 ans, 95% utilisent Internet uniquement avec leur téléphone mobile. Donc le marché consommateur est là, le comportement d'achat des consommateurs il a changé. Par contre, le produit, lui, nous considérons qu'il ne doit pas changer, il doit rester authentique. En France, en plus, on a un vrai savoir-faire, on sait faire de la qualité, on sait ce que c'est que le goût. Reste peut-être à le mettre en valeur face à des comportements d'achat et un marché qui évolue très rapidement, et donc le reconnecter. Alors pour ça, nous proposons ce réseau qui a deux outils, en fait. Une application sur téléphone mobile qui permet, comme un réseau social, de découvrir en fait les produits par région, les filières qui proposent ces produits, comment c'est fait, les critères de qualité, l'authenticité qui vient d'un terroir bien identifié, et de retrouver finalement près de chez moi, grâce à la filière, dans les différents points de distribution, qui peuvent être un boucher, un fromager, un artisan, un restaurant gastronomique et en restauration collective aussi, puisque 7 repas sur 10 se passent aujourd'hui en France en restauration collective, et c'est un bon moyen de reconnecter le consommateur aux bons produits. Voilà. La deuxième application, c'est une plateforme internet pour les professionnels qui leur permet à travers un profil qui correspond à leur métier, par exemple le grossiste, par exemple un restaurant scolaire, de pouvoir créer son réseau de clients et de fournisseurs
et de pouvoir commercer avec eux, ce qui permet de faire en fait des filières en collier de perles. Tous ces profils sont connectés entre eux, et c'est ça que l'on rend visible auprès du consommateur, qui lui permet du coup d'avoir une visibilité sur la traçabilité des produits de la ferme à l'assiette. Merci pour la présentation. Alors, si on veut illustrer, avant d'arriver à l'offre telle qu'elle est aujourd'hui, vous avez eu une idée avec votre complice Angie Lemaire par rapport à ça. Comment est venue l'idée de Bovie Market? Qu'est-ce qui vous a généré? Quelle a été la réflexion initiale en fait? La réflexion initiale, c'est que j'ai 25 ans dans les filières alimentaires, de la fourche à la fourchette, dans la qualité et la traçabilité. Et au cours de ce parcours, où j'ai notamment proposé et mis en place le système de traçabilité des viandes bovines, ovines et caprines en France, pour la position du ministère de l'Agriculture, je me suis dit que tout ça c'était bien, c'était la transparence, c'était l'objectivité, mais que finalement elle servait à répondre à des demandes réglementaires. Alors peut-être le problème le plus urgent aujourd'hui, c'était de mettre en valeur ce savoir-faire que nous avons de qualité et de savoir peut-être mieux le vendre face à un marché qui évolue très, très vite. Et donc l'idée, elle vient de là au départ. Hein. C'est comment je vais utiliser la qualité et la traçabilité pour mettre en valeur les territoires, les terroirs français au travers d'une alimentation de qualité pour les consommateurs. Alors quand est-ce que, en dehors de l'idée, vous êtes dit il y a éventuellement une activité en fait à générer, d'ailleurs une entreprise à générer? Qu'est-ce qui a été le facteur déclencheur de ça? Vous avez une date en mémoire qui... Alors, j'ai une toute première date, c'est en juin 2014, je rencontre un entrepreneur qui est lié au monde agricole et je lui dis j'ai une idée, il faut saisir de l'outil informatique et créer des réseaux pour mettre en valeur nos beaux terroirs français, mais je ne trouve personne pour le faire. Et il m'a regardé, il m'a fusillé du regard et il m'a dit mais qu'est-ce que vous attendez pour le faire vous-même? Alors, c'est pas une chose qu'il faut me dire deux fois. Donc je suis parti là-dessus et j'en ai proposé à Angie, et Angie m'a dit il faut absolument qu'on fasse ça ensemble. Donc voilà, la procession avait démarré avec Angie et je le remercie beaucoup parce que j'aurais jamais pu faire ça tout seul non plus, il faut être à plusieurs. On n'a pas toutes les compétences et à deux on est nettement plus fort et on est arrivé comme ça. Deuxième élément, c'est qu'on a proposé avec Angie le projet au président des Business Angels de Paris pour voir un peu comment il réagissait. Et il nous a dit c'est le plus beau projet que j'ai vu depuis 5 ans. Et alors ça nous a conforté sur le fait que vraiment il fallait passer à l'acte. Et à ce moment-là on a cherché où est-ce qu'on pouvait lancer cette idée ensemble. Et c'est là qu'on a trouvé l'Auvergne, le comité d'Auvergne. C'était pas naturel. Enfin, est-ce que pour vous, le fait de venir en Auvergne, en fait, qu'est-ce qui vous a motivé par rapport à ça, avant qu'on aborde le comité? Alors l'Auvergne, en fait, c'est marrant, il y a des choses comme ça qui sont des évidences, mais on n'y pense pas tout de suite. Mais l'Auvergne, c'est l'endroit en France où il y a la concentration la plus forte, ainsi que le Massif central, des filières alimentaires de qualité. Et en fait, vous avez tout un croissant, je dirais, on peut élargir, qui va de Biarritz jusqu'à Mulhouse, mais ça passe par Clermont-Ferrand, et c'est très concentré ici. Voilà, donc oui, c'était important, vu les valeurs que nous portons, qu'elles soient ancrées dans un territoire qui porte ces mêmes valeurs. D'accord. Donc, vous avez vu que j'ai changé de diapositive, j'ai fait figurer une frise chronologique, en fait, qui va reprendre en fait un certain nombre d'étapes où effectivement les partenaires de la Maison Île-d'Auvergne sont venus en fait appuyer le projet d'Angie Lemaire et Thierry Veuve. Donc vous citiez le comité Île-d'Auvergne. Le comité Île-d'Auvergne, pour ceux qui ne sont pas familiers de ce dispositif, c'est en fait le comité de tous les partenaires donc, que j'ai cités tout à l'heure, qui chaque mois examinent en fait collectivement, de manière pluridisciplinaire, les demandes d'aide financière à l'innovation. Et donc un certain nombre de dispositifs des partenaires sont donc examinés en comité pour savoir si effectivement on considère que le projet relève de l'innovation au regard du pouvoir public et si, deuxième question, le projet a, on estime, un potentiel économique avec un impact sur le territoire. Alors, pourquoi avez-vous sollicité le comité Île-d'Auvergne en mars 2015 ? Alors j'ai souhaité le comité Île-d'Auvergne puisque je cherchais un endroit où je puisse être soutenu, accompagné, où je puisse trouver les ressources autour de moi pour créer le projet, alors sur le plan technique, et
puis bien sûr sur le plan financier, puisqu'on partait de l'idée initiale avec Angie, il y a d'autres que l'idée, il faut la concrétiser à la fois techniquement et financièrement. D'accord. Alors, plus précisément, donc en mars 2015, c'est ce que vous voyez figurer, vous avez fait une demande d'incubation auprès de l'incubateur BUSI. Donc, je vais juste demander à Isabelle Mounier, qui est la directrice de l'incubateur, de faire une courte présentation de l'incubateur. Bonjour à tous. Donc, l'incubateur BUSI est un dispositif d'accompagnement pour les porteurs de projets de création d'entreprises à densité scientifique, technique et technologique sur le territoire ex-Auvergne, donc le territoire auvergnat. Et effectivement, dans ce cadre-là, le projet Bovimarket a fait une demande d'incubation qui a été accueillie favorablement par le comité InAuvergne et qui nous a permis de les aider à structurer leur projet, que ce soit par le biais d'un accompagnement humain, qui a été important et qui a duré 17 mois en tout. On a fait les calculs tout à l'heure. Parce que le projet a connu des hauts et des bas, des moments plus faciles que d'autres, on va dire, et nous avons été là pour les soutenir. Et également un accompagnement, comme ils venaient d'une autre région, pour les orienter vers les différents dispositifs, les différents prestataires qui les ont aidés à créer la partie bêta-test. On les a aidés aussi à trouver un hébergement pendant la préparation de l'incubation. Et puis, nous les avons aidés à trouver tous les financements qui ont permis ensuite de démarrer l'entreprise. Merci Isabelle. Parmi ces financements, vous avez eu des dispositifs émanant de BPI France à cette occasion. Donc, je vais juste demander en relais directement à Yannick Isoard de nous reciter rapidement les différents dispositifs dont Bovimarket a bénéficié, afin d'illustrer l'accompagnement financier en dehors de l'accompagnement technique. Donc, bonjour. Bovimarket est suivi là, par Sylvie Bonin, qui vous prie de l'excuser parce qu'elle n'a pas pu être présente. Donc nous avons accompagné Bovimarket dès la création, même en anté-création, en parallèle de l'incubateur BUSI, en fournissant un outil financier qui s'appelle la bourse French Tech, qui est vraiment l'outil financier qui est dédié un peu aux incubateurs pour financer des prestations dans le cadre de l'ingénierie de projet de création d'entreprise. Donc à ce titre, nous avons accordé une bourse French Tech de 25 000 €, il me semble, donc pour l'étude de faisabilité technique et économique. Et s'en est suivi après d'autres financements, parce que l'objet de la bourse French Tech est vraiment un premier ticket pour voir, c'est-à-dire pour valider la pertinence du projet. Donc en effet, vous aviez l'avis de plusieurs personnes notoires, comme quoi c'était un très bon projet. Nous demandons à le vérifier encore une fois, tout simplement parce qu'ensuite on s'inscrit vraiment dans la durée d'un projet de création d'entreprise. On le prend au berceau pour l'accompagner jusqu'au bout. Pendant des années. Il y a des projets que l'on suit pendant 10, 15, 20 ans. Enfin, en tout cas, des entreprises avec plusieurs projets, parce qu'un projet qui dure 20 ans, c'est un peu long. Il faut peut-être changer de structure. Quoi qu'en biotech, on pourrait en citer quelques-uns, qu'on accompagne depuis près de 20 ans. Voilà. Alors, est-ce que vous souhaitez que je fasse toute la panoplie BPI France dont tu as bénéficié? Tu peux citer les autres dispositifs, je les ferai figurer ensuite sur la diapositive. D'accord. Donc un peu plus tard, la bourse French Tech ayant pour, encore une fois, vocation à valider la pertinence. Pertinence a été validée, a priori. Donc nous sommes allés un peu plus loin en finançant toutes les étapes de recherche et développement, avec une avance récupérable, alors il me semble, mes souvenirs sont pas bons, de 130 000 €. Donc là, pour financer vraiment l'outil. Et étant donné que Bovimarket a convaincu des investisseurs, donc ça c'est une chose pas facile, bravo, nous sommes venus en effet levier avec un prêt d'amorçage investissement en parallèle de 175 000 €, c'est-à-dire la moitié de ce qu'a mis l'investisseur pour amener encore plus de trésorerie. Donc ça facilite la vie de l'investisseur, parce que l'investisseur en mettant 350 000 €, en fin de compte, il a 350 000 € plus 175 000 € de trésor dans l'entreprise, et ce n'est pas dilutif. Donc ça, c'est vraiment la vocation du prêt d'amorçage, que de faciliter l'entrée des investisseurs. Et alors là, après, on peut parler de l'avenir, mais il y aura sûrement d'autres interventions par la suite. Merci beaucoup, Yannick. Donc, de toute façon, par rapport à BPI France bénéficie effectivement d'un catalogue de dispositifs aussi bien avant la création d'une entreprise qu'ensuite lors des différentes phases de développement de l'entreprise. C'est pour ça qu'on ne va pas non plus épiloguer trop longtemps sur le catalogue, parce qu'on pourrait y passer très longtemps. Vous aurez la possibilité éventuellement d'interroger Yannick Isoard si vous avez besoin. Juste un mot peut-être sur la French Tech.
puisque je vous en prie. Le BPI nous a accordé cette bourse French Tech dès le début de notre projet. Et aujourd'hui, simplement pour faire le lien, fin octobre, dans l'usine nouvelle, est paru en fait le classement des 100 entreprises de la French Tech en France. Et donc Bovie Market en faisait partie. Donc voilà, félicitations. La bourse nous a détecté comme membre de la French Tech très tôt, et l'usine nouvelle, il y a un mois, a bien reconnu qu'on faisait partie des 100 entreprises françaises. Voilà. Donc, lancement de l'activité, incubation. Pendant l'incubation, qu'est-ce qui a, avec l'accompagnement de Buzy et le soutien financier de BPI, qu'est-ce qui a le plus été concret dans l'avancée vers le projet d'entreprise, en fait? Le plus concret, il y a plusieurs jalons. On a parlé du comité Innover et de son importance, le fonctionnement en réseau qui fait qu'on connaît beaucoup d'acteurs qu'on va pouvoir voir pendant tout le temps le fonctionnement du projet. La deuxième chose, c'est l'incubateur Buzy, qui nous a apporté cet accompagnement technique et humain extrêmement important, parce que comme Isabelle l'a dit, le temps a été assez long pour créer un projet pareil. C'était pas facile. D'ailleurs, Angie et moi, on était à un moment donné à court de ressources. On a eu aussi à ce moment-là l'appui du conseil régional, au travers de la bourse innovation. Et donc, ça nous a permis, je dirais, de mener à terme ce projet et de rechercher aussi les financements. Et ça, c'était la partie la plus difficile. Ça nous a pris presque un an, en fait, de trouver des financements. On a fait appel à beaucoup de portes. Ça fait beaucoup de portes sur le nez. Et à ce moment-là, il y a un élément clé aussi qui nous permet finalement de passer à la phase de création, c'est la CCI, au travers du prêt d'honneur qui nous a accordé et qui a permis d'ouvrir, je dirais, la séquence financière qui a permis de créer l'entreprise. Alors, je vais revenir, je vais faire un petit peu de rétropédalage chronologique. Je vais juste demander au conseil régional, justement, par rapport à la bourse innovation-création, de nous expliquer un petit peu comment, en fait, ce dispositif a été déployé pour la société Bovie Market. Et je demande à Luc Blondel d'intervenir. Luc Blondel du service recherche innovation. Donc nous intervenons en phase anté-création, donc pendant l'incubation, sur le développement de projets. Et c'est dans les aides qui ont été attribuées, il y a une aide sur des prestations, des marchés, etc. Mais il y a surtout, donc ça a été une aide de 15 000 € qui est venue compléter, je dirais, les aides qui ont été citées, mais surtout la bourse innovation-création, qui est dédiée vraiment à la rémunération des porteurs de projets. Elle a duré un an, je crois, pour ce qui vous concerne, et pendant un an, donc vous avez été accompagné spécifiquement par la région pour soutenir votre projet. Et ça, c'était la phase anté-création avec ce dispositif bourse innovation-création. Parce que bon, il y a toute la rémunération des prestations, mais il y a aussi comment sont rémunérés les porteurs de projets dans cette phase où vraiment ils n'ont pas de ressources propres. Absolument, et on sait souvent une étape où on le sait avant le lancement et la création de l'activité. C'est une période où effectivement, comme vous l'avez très bien souligné, où le besoin en financement était quand même important, on se cherche. Et par rapport au planning peut-être initial, effectivement, on s'aperçoit que le modèle, avant vraiment de créer son activité, ça peut plus long prévu. Il peut y avoir des circonvolutions. Surtout effectivement sur une thématique comme la vôtre, qui n'est pas forcément hyper intuitive, même pour les acteurs de la filière viande au premier abord. Et puis il faut rêver l'expliquer. On a un projet qui est un peu complexe, et là c'est tout le travail justement des personnes qui nous accompagnaient chez Buzy, de nous aider à clarifier aussi le modèle, le faire comprendre. Et puis travailler toute la mise en place des dossiers financiers, parce que bon, même si on a été formé à l'EM Lyon, je dirais, il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas quand on crée une entreprise sur les différents leviers qu'il faut actionner et comment il faut présenter la chose. Et donc là, l'incubateur a été clé. Merci. Alors, vous avez parlé de la phase ensuite, on était un petit peu de l'idée à nous créons une entreprise. Alors, vous avez déjà commencé à aborder le sujet, c'est le sujet effectivement des finances, ça reste le nerf de la guerre, et puis effectivement il y a des besoins assez importants au début. Vous avez cité l'intervention de CCI Innovation avec le prêt d'honneur AT2I+. Quand est-ce que vous avez fait appel en fait à ce dispositif en fait? Et pourquoi en fait ce dispositif a été relativement stratégique? Vous avez commencé un petit peu à développer tout à l'heure votre explication. Et oui, parce que en fait, bon, ça s'est produit quelques mois avant la création de la société, donc en 2016.
le sentiment que l'on a en fait quand on est comme ça sur un projet de start-up, c'est qu'on a plein de portes en face de soi, de différents moyens financiers, la banque, le BPI, les subventions, enfin tout un éventail de solutions possibles. Et on ne sait pas bien par quel bout il faut le prendre en fait. Et en fait, le sentiment que pendant des mois il ne se passe rien. En fait, tout le monde se regarde et personne ne bouge. Alors c'est possible parce que notre dossier n'était peut-être pas assez mûr. Hein, la façon de le présenter n'était peut-être pas optimale. Et à un moment donné, la Chambre de commerce, donc, qui est aussi dans le comité d'Auvergne, nous a décidé allez, on y va, on vous accorde un prêt d'honneur. Donc à Angie et à moi, de 2 fois 40 chacun. Et ce qui nous a permis en fait de pouvoir démarrer et de s'apercevoir qu'en fait tous les acteurs que nous avions en face, ils étaient bien tous coordonnés ensemble, mais au niveau de la construction des dossiers, c'est plutôt à la file indienne. C'est-à-dire qu'en fait, ils sont tous derrière, une fois qu'il y en a un qui démarre, il y a le deuxième, le troisième, le quatrième, et tout s'enclenche très vite. Voilà, donc c'est un peu la vision qu'on a avec un peu de recul quand on est c'est intéressant faire un projet. Cette vision-là. Alors, est-ce que vous l'interpréteriez comme finalement une bonne articulation, ou effectivement ça peut quand même générer un peu de stress de ce que vous me dites? Je retiens également un peu cet aspect-là. Ah, il y a aussi le fait qu'au début, on va chercher des fonds un peu partout, des appels à projets avec des prix gagnants, des subventions proposées par le ministère de l'Agriculture. Enfin, on essaie de taper un peu à tout ce genre de choses. Et en fait, on en est très déçus, on n'a jamais pris. Et donc, du coup, on se démotive un peu en disant mais qu'est-ce qui se passe, mon projet n'est pas si bon. Alors qu'en fait, ce sont les acteurs de l'environnement initial qui sont toujours là en observation, qui finalement sont les vrais acteurs qui vont permettre d'arriver à financer le projet. Donc finalement, le fait d'avoir un écosystème local est plutôt une assise favorable, oui, selon vous? Oui, oui, absolument. Alors, à partir du prêt d'honneur, un certain nombre d'autres dispositifs ont été débloqués. Vous avez créé votre entreprise donc en août 2016, donc on est passé dans le monde réel, hein, bienvenue dans le monde de l'économie. Et à partir de là, jusqu'à aujourd'hui, quels ont été les grands chantiers, les enjeux, les difficultés que vous avez rencontrées? Alors là, on rentre effectivement dans la période où on vient de créer la société, il faut arriver le plus vite possible, ce qu'on appelle au time to market, c'est-à-dire en fait à la première commercialisation. Et ce temps doit être le plus court. En fait, le temps, c'est le pire ennemi de la start-up. Donc là, on rentre dans le tunnel de la mort. Ou la dev valley, comme on dit. Voilà. Donc il faut arriver à passer de l'idée à la réalisation. Hein. C'est Monsieur Descartes qui disait ça, qui avait l'esprit et l'expérience qui ne suivaient pas toujours le même chemin. Mais à un moment donné, c'est l'expérience qui dit le vrai, il faut s'en approcher et faire coïncider la façon dont on voit les choses et l'expérience réelle de terrain. Or, nous, c'est un peu ce qui s'est passé aussi, et je pense que ça arrive à beaucoup de startups. C'est-à-dire qu'au début, on a un modèle, nous, on voulait démarrer des réseaux par les filières viande et par l'amont des filières, donc plutôt producteurs coopératives, plutôt que démarrer par les restaurateurs et les consommateurs. Et en fait, on s'est aperçu par la réalité que la demande était encore plus forte concernant la restauration collective et que donc il fallait s'adapter à l'expérience et donc se dire on ne va pas démarrer le réseau en fait par l'amont mais par l'aval et par la restauration et après on connectera toutes les filières. Donc on ne renonce absolument pas à notre projet, on sait bien le circuit de traçabilité, c'est bien le circuit de qualité, c'est simplement la façon dont on démarre et on a en fait inversé le système pour arriver le plus vite possible à la commercialisation. Donc ça c'est la réalité. Voilà, donc ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que après l'incubateur, on s'est senti pour le coup un petit peu seul. C'est-à-dire qu'au niveau de l'accompagnement, il n'y a plus rien. Il y a eu un trou. Et pour nous, il y avait aussi un impératif qui était
bon, on a une belle idée, c'est un outil, un système qu'on est en train de construire, un peu comme un ERP au niveau national dans lequel plein d'entreprises se connecteraient. Et ça, c'est très lourd à faire et il faut avancer très vite en informatique. Or, on n'avait pas de ressources informatiques, les ressources informatiques manquent. Alors, on n'a pas pu embaucher aussi vite qu'on aurait voulu. Du coup, ça a provoqué chez nous un glissement, c'est-à-dire qu'on n'a pas pu, on a perdu du temps à l'arrivée sur le marché. À l'arrivée de la première commercialisation, puisqu'on n'avait pas développé assez vite. Alors, la situation a été heureusement amortie parce qu'il se trouve qu'on fonctionne en cluster. C'est-à-dire que, comme on est à la pépinière de Clermont-Co à la Part-Dieu, il y a beaucoup de startups avec des hauts niveaux de compétences et on peut les mobiliser et on fait appel aussi à deux sociétés par lesquelles on est lié aussi au travers de leurs dirigeants, donc Overscan et Agaitis, et ça nous a permis finalement de fonctionner et de développer quand même. Mais ça a un surcoût. C'est-à-dire que quand vous développez, c'est quand même un contrat extérieur, c'est plus cher que quand vous le faites chez vous. Et nous, on estime que finalement, ce manque de ressources informatiques, ça nous a fait perdre 6 mois, soit à peu près un peu plus de 100 000 euros. Oui, donc c'est des chiffres concrets quoi, par rapport à ce manque de ressources. C'est critique pour la vie d'entreprise. Alors, il se trouve qu'on était bien doté financièrement avec les fonds dont on a évoqué, donc les fonds en termes de subventions et d'aide et de prêts publics représentaient plus de 500 000 euros. Il se trouve qu'après la création en août 2016, nous avons procédé à une levée de fonds 4 mois après, donc en décembre, qui nous a permis de rassembler 490 000 euros supplémentaires auprès d'investisseurs, je dirais, des gens passionnés par le projet. Et la filière ? Il y a Groupama notamment dedans, parce qu'on s'est rejoint sur les valeurs de développement économique du monde rural et agricole. Et donc on fait un chemin ensemble. Voilà. Mais voilà, si on n'avait pas eu ça, je dirais, on aurait pu être en mauvaise position. En rupture de trésorerie pour finir de finaliser votre offre. Et aujourd'hui, alors, où en êtes-vous exactement aujourd'hui ? Aujourd'hui, ça va beaucoup mieux. Je vous le souhaite. Donc la version V1, la première version de notre système, donc concentrée sur la restauration collective, nous permet de proposer en fait sur le marché un outil de gestion très complet des cantines, depuis je dirais le plan alimentaire équilibré des repas sur 5 semaines, jusqu'à la gestion du stock et le suivi des achats, savoir d'où viennent les achats. Quelle est la part d'achat des régions, par type de qualité, etc. Et le coût du repas. Ça, c'est connecté aussi aux filières. Donc, filières, par exemple, la Nord du Velay, le port des Combrailles. Et puis, une application mobile qui permet au consommateur, qui est le convive dans la cantine, de découvrir ce qui est mis à la carte, de découvrir aussi les produits et les filières qui propose ce produit qui est mis à la carte de la restauration collective. Donc ça a été testé avec des professionnels à partir du 1er septembre. Ça nous a... Ils ont été très contents de la formule, donc ça nous a amené à passer une phase de négociation et donc à la signature des premiers contrats qui permettent de démarrer en fait avec des lycées scolaires qui vont commencer à utiliser pleinement l'outil au 1er janvier 2018. Donc aujourd'hui, je dirais, tout est basculé dans le nouvel outil, la gestion de stock, tout est prêt pour pouvoir démarrer le 1er janvier avec eux. D'accord, c'est plutôt positif par rapport à ça. C'est d'autant plus positif que ça correspond aussi à peu près à notre business plan, c'est-à-dire que même s'il y a un glissement de 6 mois, ça valide la valeur perçue de l'offre que l'on apporte. Donc, combien ça coûte, ce que ça apporte et le type de contrat qu'on met en place. Donc maintenant les choses sont bien calées, il suffit juste maintenant d'élargir la tête de pont et de multiplier cette offre auprès de la restauration collective. Alors on peut dire que vous êtes passé de la phase expérimentale de la start-up à la phase d'une vraie entreprise avec son cycle d'exploitation. Voilà, exactement. C'est le moindre mal qu'on souhaite à chacun d'entre vous. Merci beaucoup pour ce témoignage Thierry. Juste, j'aurais une dernière question. Rétrospectivement, par rapport à votre parcours, les hauts, les bas qu'on vous rencontre, et il faut effectivement avoir le dos bien rond pour tenir tout ça. Est-ce que vous auriez une recommandation pour des porteurs de projets qui veulent créer une entreprise avec un projet d'innovation? Qu'est-ce que vous ne referiez pas, ou au contraire, vous préconiseriez en priorité?
c'est toujours un petit peu difficile, mais par rapport à votre parcours à vous, qu'est-ce que vous retenez sur lequel il faut être absolument inflexible? C'est pas une question piège. Oui. Ça demande de la réflexion. Il peut y avoir plusieurs réponses. Absolument. Dans lequel je vais choisir. Je crois qu'il faut oser faire l'idée qu'on a dans la tête. On n'aura pas forcément toutes les réponses. Il y a un chemin à faire. On va découvrir un certain nombre de solutions en marchant. Il ne faut pas hésiter à y aller, à être déterminé à aller jusqu'au bout, même si on se prend au début, et c'est normal, beaucoup de claques. Il faut avancer. On ne réussit pas tout seul de toute façon, mais si votre projet, je dirais, est porteur, qu'il a des valeurs, qu'il peut avoir effectivement un impact, un intérêt pour des clients, vous allez être entouré et ça va faire une force qui va permettre d'arriver à faire déboucher votre projet. Peut-être pas dans le sens où vous l'aviez pensé au début, mais l'important c'est de le créer. Donc voilà, il faut être tenace et il faut savoir qu'on va y arriver à plusieurs et que les autres vont arriver. Voilà. Merci beaucoup Thierry, vous pouvez l'applaudir. Je vous invite à reprendre votre place. Nous allons passer en fait. Il y a eu quand même un accompagnement supplémentaire de la région. Je t'en prie, vas-y. Voilà, que tu ouvres. Donc, Isabelle Deschamps du service économique de la région. Donc on a accompagné aussi l'entreprise à 3 niveaux sur une partie développement, toute la phase de développement du prototype jusqu'à la commercialisation. Également sur des études et conseils, que ce soit études de marché, et puis études, je sais plus, au niveau de l'ergonomie du produit aussi. Et puis aussi sur le renforcement, vous en parliez tout à l'heure, renforcement RH de l'entreprise, sur la création de 4 emplois structurants. Bon, vous avez effectivement indiqué que de la difficulté au recrutement. Donc voilà, effectivement, ça peut être un véritable problème par rapport au développement futur aussi de l'entreprise. Et voilà, donc un montant global, je crois, d'aide de 143 000 €. Et quand vous avez parlé tout à l'heure de la restauration collective aussi, et des lycées qui vous ont accompagné sur la phase test du produit, il y a quand même eu 2 lycées donc, qui ont joué le jeu. Et voilà, et c'est aussi très important, toute cette phase de test du produit. Lycées testeurs qui deviennent ensuite clients, donc c'est une très belle ouverture, je pense, pour le produit. Et surtout que les lycées en question quand on compte plus de 900 collèges et lycées sur la région Berne-Rhône-Alpes, écoutez, bonne chance. En sachant que les lycées, d'autant plus que tu cites, Isabelle, sont des lycées qui sont chefs de file justement pour être référents, pour pouvoir déployer la solution. C'est-à-dire que si effectivement la solution est concrète pour les lycées, elle sera ensuite déclinée sur d'autres établissements. Il y en a 576 sur la région. Ça fait déjà un joli pool. Merci pour la précision, Isabelle. Je vais de toute façon te faire venir après. Merci beaucoup. Nous allons passer au deuxième témoignage, donc, qui est celui de la société Piloter sa ferme, qui est un peu local de l'étape, puisque hébergé au bivouac. Donc je vais demander à Xavier Forme de me rejoindre. Bonjour Xavier. Bonjour à tous. En fait, même punition, même motif que pour le précédent projet. Je vais d'abord lancer un petit film qui présente en fait l'activité de Piloter sa ferme, et puis ensuite nous referons en fait un témoignage sur le parcours d'entrepreneur de Xavier et de ses collègues. Alors c'est tout frais, il faut remercier Escrea, l'agence de communication, elle nous a livré la vidéo hier. Donc c'est vraiment tout chaud.
serai le premier à la voir. Alors, Xavier, la société pilotait sa ferme. Donc la vidéo est quand même un tutoriel assez simple par rapport à ça. Si on la résume, qu'est-ce qu'elle apporte aux agriculteurs? Alors nous, notre idée, c'est que piloter sa ferme va aider les agriculteurs à gérer des situations de plus en plus complexes, donc un métier où il y a de plus en plus de risques à gérer, et où la data science va pouvoir l'aider à simplifier ces problématiques complexes et avoir une aide à la décision qui sera totalement personnalisée en fonction de qui il est et de sa stratégie. Donc nous, notre métier, c'est l'aide à la décision personnalisée pour les agriculteurs. Tout type d'agriculteur, ou est-ce que vous avez parmi l'aéropage de domaine agricole, c'est très vaste, est-ce qu'il y a des filières particulières sur lesquelles vous vous êtes d'abord positionné? Oui, tout à fait. Aujourd'hui, on aide les agriculteurs céréaliers, donc qui vendent du blé, du colza, du maïs, de l'orge, à gérer la volatilité des prix et à sécuriser en fait à la fois leur commercialisation, leur chiffre d'affaires et leurs revenus. Il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, un agriculteur céréalier, entre le moment où il peut vendre son blé entre le plus haut et le plus bas du marché, parce qu'il vit avec de la fluctuation de prix, il peut y avoir 50 € d'écart entre le plus haut et le plus bas. Donc un fermier moyen français, c'est à peu près 1000 tonnes de grains à vendre. Donc c'est 50 000 € l'enjeu, si vous vendez au plus bas du marché ou au plus haut, pour le même travail. Mais comme c'est un salarié, on lui explique qu'un mois il va être payé 10 € de l'heure, et le mois suivant 50. Voilà, c'est à peu près la même chose pour le même boulot. Donc aujourd'hui, c'est un enjeu qui est fondamental pour avoir de la rentabilité sur cette activité. Donc clairement, c'est notre cible aujourd'hui, les agriculteurs céréaliers, et on développe après une offre pour les éleveurs, pour les aider en fait à gérer leurs coûts alimentaires, puisqu'ils ont une problématique autre, qui est de sécuriser un coût alimentaire le plus bas possible, parce que pour certaines filières, le lait notamment, ils n'ont pas la main sur leur prix de vente. Donc si on ne peut pas gérer son prix de vente, il faut pouvoir gérer ses coûts de production. Alors, pour préciser un petit peu, si on revient sur le public céréalier, qui est la première cible de votre solution, comment en fait on peut se projeter en fait vis-à-vis d'un tarif sur une récolte à venir? Quelle est l'astuce en fait, ou quelle est l'offre qui permet en fait à ces céréaliers d'adhérer à votre solution en fait? Qu'est-ce que vous apportez en plus par rapport à une projection en disant je suis les cours du grain à Chicago, et puis je me projette l'année prochaine, on verra bien ce qui va se passer. Ce qu'on va lui permettre, c'est qu'au-delà de raisonner sur une notion de prix, où les agriculteurs sont très focalisés sur ces choses-là, on va vraiment l'aider à bâtir une stratégie de gestion de risque qui va pas seulement intégrer le prix du marché, mais qui va intégrer le bonhomme, c'est-à-dire son aversion au risque, son expérience des marchés, et aussi le niveau de risque que va pouvoir supporter son entreprise. Un jeune agriculteur qui s'endette fortement pour s'installer, il ne va pas pouvoir faire la même chose que quelqu'un qui a 50 ans, qui a déjà amorti son matériel et ses investissements. Donc on est vraiment là-dessus, sur cette personnalisation de l'aide, où on va pouvoir tenir compte des spécificités de chacun pour les aider en fait à prendre les bonnes décisions au bon moment. Donc un outil d'aide à la décision par rapport au prix du marché et à la projection. Tout à fait. Alors on n'a pas de dimension de projection dans nos outils, on n'a pas de boule de cristal. Personne ne l'a. Donc c'est un postulat qui est fort chez nous, c'est-à-dire qu'on ne sait pas ce qui va se passer, et que quand on est un producteur de céréales, le risque c'est que les prix baissent jusqu'à preuve du contraire tant qu'on n'a pas vendu, et qu'à un moment donné on soit plus capable de faire face au niveau de charge qu'on engage. Donc on est vraiment sur cette approche très pragmatique, qui est de se dire je ne sais pas ce qui va se passer, mais à un moment donné il faut prendre des décisions. Donc si je n'ai pas de vision du marché parce que l'évolution est aléatoire, il faut bien mettre d'autres ingrédients dans la recette pour être capable de prendre des décisions qui soient rationnelles et qui tiennent compte de qui je suis et de mes objectifs. D'accord, merci. Alors, cette belle solution, d'où est-elle née? D'où est-elle partie en fait? Alors, piloter sa ferme, c'est l'aventure de 3 associés, Roland Zimmermann et Sylvain Gestionès, avec qui j'ai développé tout ça. Donc l'idée de départ, c'est Roland qui l'a eu. Roland, c'est quelqu'un de, très cérébral, très intuitif, qui a du nez, qui cherche des choses partout, tout le temps. C'était un boursicoteur dans les années 2000, et puis, comme beaucoup de gens, il a fait des mauvais investissements en bourse. Et il s'est dit, j'ai un compte de résultat d'une entreprise, j'ai une analyse sectorielle, et avec ça, j'arrive pas à me positionner correctement sur le marché.
Pourquoi? Parce qu'in fine, toutes ces infos, j'ai du mal à les trier, à les comprendre et à les intégrer dans un raisonnement. Et en plus, l'évolution des cours des actions me génère des émotions, du stress, de l'euphorie quand ça monte, de la dépression quand ça baisse, et du coup, je finis par plus du tout être capable de prendre les bonnes décisions. Voilà. L'émotion passe sur la raison. Exactement, l'émotion passe sur la raison. Et il a développé en fait un petit modèle mathématique pour lui, pour gérer ces problématiques. Voilà. Et puis en fait, avec la libéralisation des marchés agricoles, avec les réformes successives de la politique agricole commune au niveau européen, on a mis les agriculteurs en fait dans la lessiveuse internationale des marchés, avec de la volatilité. Donc avec des prix qui sont subitement passés d'une centaine d'euros de la tonne en blé à 280 euros. Vous voyez. Et puis ça a été tout aussi rapide, on est repassé de 280 à 100 euros. Et donc nous, notre métier était d'accompagner les agriculteurs. On était consultants dans un centre de gestion, on accompagnait les agriculteurs dans des problématiques économiques, juridiques, fiscales. Et on a vu du coup nos clients en prise avec ces problématiques, incapables de trier toutes les informations qu'on leur donnait sur la Russie, les États-Unis, l'Ukraine, l'Australie, la parité, le pétrole. Alors là, on vous alimente en infos, on vous noie sous les infos, et puis on vous dit, maintenant, vends tes céréales. Ok. Donc les gens étaient incapables de trier tout ça, de prendre les bonnes décisions, et ils mettaient en péril leur entreprise. Donc Roland s'est dit, mon petit modèle mathématique, je vais le ressortir de son carton, et je vais l'adapter à une logique agricole pour faire de la gestion de risque au niveau des exploitations. Pourquoi? Parce qu'on est fils et petits-fils de paysans, et que ça nous tient à cœur d'aider cette profession. Voilà, on a ça chevillé au corps. Oui, je pense qu'il faut être passionné pour pouvoir proposer ça. Alors, même question que j'avais posée à Thierry tout à l'heure, vous n'êtes pas, forcément, le projet n'est pas né ici. Alors pourquoi s'est-il rapproché, finalement, s'est-il implanté en terre auvergnate? Alors nous, on est 3 associés, un en Champagne-Ardenne, un en Bourgogne, et moi qui suis auvergnat. Et donc on a fait par pragmatisme, en fait, on a été tapé aux 3 régions. On a été présenter notre projet aux 3 régions en 2014, et il s'avérait que l'Auvergne, en fait, était la région qui avait, et de loin, le meilleur dispositif d'accompagnement pour nous aider, en fait, à structurer notre projet, à créer notre entreprise. Alors, personnellement, j'en étais très heureux, mais voilà, c'est avant tout un choix par pragmatisme, vraiment. Alors, quel a été le premier, on va dire, le premier marqueur, le premier acteur qui finalement vous a fait basculer votre choix sur le territoire auvergnat, en fait? On est passé en comité à la RDTA. L'Agence régionale de développement des territoires. Voilà. J'avais une connexion avec Henri Talanier via une amie. Et du coup, tout de suite après le comité, donc on nous a proposé une résidence courte et l'intégration de l'incubateur Buzy. D'accord. Dans la foulée, en fait, de ce comité à RDTA, en fait. Tout à fait, oui. Donc ça a été relativement rapide. Alors, je ne vais pas faire revenir Isabelle, parce qu'on est sur le même dispositif que celui qu'elle vous a brillamment illustré tout à l'heure, mais quelle a été principalement la valeur ajoutée de l'accompagnement Buzy pour votre projet? Je vais reprendre des mots de Thierry, mais il y a de l'accompagnement humain, parce que quand on est dans une phase de création, on passe par des phases de haut, de bas, mais on est surtout tellement le nez dans le guidon que c'est bien d'avoir des gens un peu pour nous coacher, nous driver. Et ce qui est vraiment intéressant avec l'accompagnement qu'on a eu nous chez Buzy, c'est que il y a des spécialités. Quand nous on crée, comme l'a dit Thierry, on n'est pas bon partout. Donc on a besoin de s'appuyer sur des compétences à des moments donnés. Et Buzy, voilà, a ses compétences et nous a mis des compétences à disposition à des moments donnés pour définir notre premier business plan, pour pitcher correctement, piloter sa ferme pour le comité InAuvergne, pour aller voir BPI au bon moment, pour aller voir la région au bon moment, pour aller voir AT2I+, au bon moment. Voilà, c'est vraiment tout ça que nous a donné Buzy. Ça vous a réellement permis de passer de votre solution, qui était déjà une solution que vous aviez, on ne l'a pas précisé, mais vous l'aviez déjà créé une communauté d'agriculteurs pour bêta-tester la solution. Donc on n'était pas simplement sur une idée, on était déjà sur un bêta-prototype qui était quand même bien, qui avait déjà éclusé pas mal de plâtre, mais c'était vraiment pour passer ensuite à on crée une entreprise qui va vendre la solution. Oui, tout à fait. Puis quand on est dans l'innovation, on sait qu'à un moment donné, on va être un peu court pour tout financer. On en revient à la problématique du financement. Et donc, se faire accompagner,
la première fois que vous regardez tous les dispositifs possibles à l'innovation, et tant que vous n'êtes pas dans une structure comme Buzy, concrètement c'est la jungle. Vous pouvez aller taper à tous les guichets, vous savez pas s'il faut aller à gauche, à droite, si on va vous accueillir, si... c'est la jungle. On se dit mais comment est-ce qu'ils n'ont pas pensé à se fédérer dans un guichet unique? Effectivement, on a souvent ce retour par rapport à ça. Donc Buzy vous a donné un peu une boussole par rapport à ça? Buzy nous a permis à la fois de phaser en fait nos demandes au bon moment auprès des bonnes personnes, de nous ouvrir la porte, mais aussi via, je le disais tout à l'heure en conférence de presse, via le comité Innoverne, parce qu'à un moment donné c'est une sorte de tampon de sésame qui permet de rentrer chez un certain nombre de financeurs, et voilà, et d'y aller vraiment au bon moment, quand le projet était suffisamment mature. En étant là dans le bivouac, on voit aujourd'hui des startups avec des niveaux de maturité qui sont différents en fait. Et je vois des gens qui pitchent comme j'ai pu pitcher il y a 2-3 ans, avec une offre qui n'est pas forcément très claire, un business model qui n'est pas hyper bien calé, mais on en passe tous par là. Et à un moment donné, ce genre de structure va vous aider à vous dire ok, non mais Xavier, moi j'avais rencontré, c'était Marion à l'époque qui était directrice. Elle m'a dit mais c'est bien ce que vous faites, mais c'est pas assez clair. Alors on se dit mais c'est pas assez clair. Vous avez pas compris quoi. Ah ouais, c'est pas possible. Si c'est clair, moi j'ai des gens qui essayent le service, ils me disent que c'est bien. Ah non mais il faut aller au-delà, il faut structurer, voilà. Et toute cette phase, on a du mal à le faire seul. Et il faut être accompagné. Donc c'est important d'avoir une structure qui fasse ça, et puis qui nous mette en relation avec aussi les bons partenaires au bon moment. Alors il y a les partenaires financiers, mais je suis content parce qu'il y a Axel de Daylight, Axel Aigret, et puis Nicolas Roux d'Agaetis. C'est des gens que j'ai rencontrés grâce à Buzy. Et 3 ans après, on travaille toujours ensemble. Et pour nous, c'est des partenaires forts parce qu'ils nous aident sur des compétences bien particulières. Donc c'est aussi avoir cette capacité avec l'écosystème à nous orienter vers les bons interlocuteurs. Parce que quand vous démarrez, c'est pareil. Vous avez vous avez tout un tas d'aides possibles. Et puis vous avez tout un tas de prestataires et de partenaires possibles. Et comment on choisit le bon? Comment on se trompe pas? Parce que 1000 €, pour nous, c'est énorme. À votre échelle, c'est très important lorsqu'on... Donc, il ne faut pas se planter, quoi. Il faut avoir les bonnes personnes pour nous aider sur des métiers particuliers. Et voilà, Buzy était clairement un tiers de confiance pour nous orienter vers les bonnes personnes. Je sais qu'ils ont touché des grosses rétrocommissions après, mais ça, c'est le jeu, quoi. Donc, on le fait aussi, nous. C'est bizarre, Xavier, mais j'ai pas entendu ça. Mais bon, on verra. Merci. Mais en tout cas, le message est important parce que ça montre bien que effectivement, il y a quand même un aéropage. Quand on crée son entreprise, on n'est pas un spécialiste des noms des différents dispositifs ou des différents organismes qui existent. Donc effectivement, qu'on ait quelqu'un qui nous guide, qui nous sert un peu de boussole par rapport à ça. Et puis ça permet également aux partenaires publics également de voir que le projet est entre guillemets coaché et qu'ensuite il va faire solliciter tel ou tel dispositif dans un ordre qui paraît plus cohérent que simplement si effectivement... on tire partout et puis on regarde si c'est comme jeter une bouteille un peu à la mer, quoi, en attendant que ça revienne. On maximise nos chances, oui, parce qu'on va aller voir l'interlocuteur au moment où Buzy va nous juger prêts à y aller. C'est ni trop tôt ni trop tard. C'est le moment d'y aller. Et c'est important parce que je pense que nous, si on l'avait fait seul, on aurait été voir peut-être BPI trop tôt, peut-être la région pareil en décalé, et ça n'aurait pas marché du tout. C'est à peu près sûr qu'on serait sorti des radars. D'accord. Donc, en parallèle, en fait, ensuite, il y a eu un passage en comité Innoverne, une attribution de bourse French Tech qui était liée à l'incubation. Donc, on est sur le même dispositif qu'on a vu tout à l'heure, excusez-moi, pour Bovi Market. Quand est-ce qu'intervient, là aussi, la bascule, c'est-à-dire, bon, on est prêt, on crée? Alors, nous, on a créé en septembre 2015 et on avait déjà des clients avant la création de l'entreprise. C'est-à-dire qu'on avait des bons de commande signés dès le mois de juin 2015. Donc, l'incubation a duré, je ne sais plus, ça a duré un moment quand même, mais c'était nécessaire. Et en fait, une fois qu'on a eu suffisamment structuré à la fois notre offre de service par rapport à nos clients, et qu'on avait un business plan robuste qui nous permettait avec... du financement, il y a de la T2I+, qui va apparaître après, mais d'avoir un fonds de roulement suffisant, on s'est dit, voilà, on est armé pour pouvoir faire la bascule et accélérer. D'accord. Alors, dans votre cas, je reviens sur un élément très important que vous avez cité. Quand vous aviez déjà bêta-testé votre solution, vous aviez déjà, entre guillemets, une communauté de proto-clients
en fait, qui avaient déjà contribué en fait, au développement de votre outil. Ce qui veut dire que vous avez pu commencer, dès la création de l'entreprise, vous avez pu commencer à rentrer dans un cercle de facturation, de commandes, de facturation à vos clients. Oui, complètement. Oui, oui, nous, aujourd'hui, on a plus de 700 agriculteurs qui payent. On a une communauté de quasiment 1000 utilisateurs. Et dès la création de l'entreprise, on a fait marcher la facturation. On a fait rentrer de l'argent dans la boutique. Donc, on avait financé pendant 2 ans sur nos fonds propres, par contre, un bêta-test. Mais effectivement, dès qu'on a créé la société, nous, on a commencé à encaisser des abonnements, puisqu'on vend de l'abonnement. Alors, on passe en fait donc très rapidement dans une phase finalement de cycle d'exploitation. Hein, je veux dire, vous développez de l'abonnement. Vous avez des besoins quand même en investissement, parce que vous avez une montée en puissance qui est assez rapide. Et à ce titre-là, au même titre que pour Bovimarket, vous avez bénéficié du FIAD. Donc, je vais redemander à Isabelle de revenir pour expliquer, parce que c'était là que je t'avais dit de l'intervenir. C'est pas grave. Oui, donc un accompagnement sur 3 plans, un petit prêt, on va dire, un PTZ au démarrage. Tu peux expliquer PTZ? Pardon, un prêt à taux zéro, voilà, de 10 000 € d'ailleurs. Merci pour l'acronyme. Pour le démarrage de la structure, enfin qui était quand même déjà avait démarré effectivement par un certain nombre de contrats. Et ensuite des études, une étude juridique pour fixer le cadre donc du service et surtout le niveau de responsabilité, on va dire, du service offert. Et puis on est intervenu, j'ai un guide, d'un coup je reprends ma note, donc sur effectivement études conseil et sur PTZ au démarrage et sur la partie R&D, ouais, effectivement sur le développement du logiciel, plus sur la partie personnalisation du logiciel. Enfin. Merci. Merci Isabelle. Donc, alors cette partie croissance, elle est importante parce qu'en même temps, votre solution, bah forcément, comme l'avait témoigné Thierry, elle a bougé. Enfin, elle a bougé. Elle s'est upgradée, on va dire. Qu'est-ce que vous proposez aujourd'hui, en fait, dans votre solution? Alors, quand on a lancé le service, on avait un premier niveau de semi-personnalisation où l'agriculteur allait pouvoir s'identifier à un personas avec un niveau de risque, avec une stratégie possible, parce qu'on les connaît bien, comme on a travaillé longtemps avec eux. Et l'objectif, c'est que ils s'approprient plus un personas, mais que ce soit intégralement personnalisé par rapport à qui ils sont et ce qu'ils font. Et donc le FIAD vient justement nous aider à financer cette personnalisation qui est assez lourde et qui va nous permettre en fait de proposer un service qui sera totalement personnalisé en fonction de chaque client. Donc vous n'aurez pas un profil entre guillemets standard filière par filière ou par type d'exploitation, mais chaque client son profil en fait. Exactement, oui. Oui. Chaque client aura une réponse personnalisée à ses questions. D'accord. Merci beaucoup sur cet aspect-là. On va juste terminer. Il reste une dernière étape, puisque on est ici aujourd'hui, on n'est pas loin du bivouac. Il y a eu en début d'année un appel à projet qui s'appelle Agritech, lancé et piloté par le bivouac. Pourquoi piloter sa ferme? Il a concouru en fait à ce concours et qu'est-ce qu'il en est ressorti? Ce qui en est ressorti, c'est qu'on a gagné. Ça, je m'en souviens. Ah, Clément. Mais encore. Pourquoi est-ce qu'on a concouru? On pense que c'est... voilà. Nous, on est très pris par l'opérationnel, parce que voilà, on a des clients, parce qu'il y a tout ça à gérer. Parfois, ça nous empêche de prendre un peu de hauteur et de recul. Pouvoir intégrer une structure comme le bivouac, c'est rentrer dans un écosystème, c'est avoir des connexions avec les grandes entreprises locales, donc pouvoir travailler avec elles sur des problématiques. Et puis, c'est un effet boost sur la communication. Donc, quand on s'est proposé en fait l'appel à projet du bivouac, on s'est dit ça peut être intéressant pour nous en termes de visibilité et en termes de connexion avec des entreprises, à la fois des startups pour réfléchir, échanger sur des problématiques, et avec des grands groupes aussi pour avoir de l'expertise sur des métiers bien particuliers. Donc, est-ce que ça contribue à amplifier le déploiement et la croissance de l'entreprise? C'est ce que vous dites, en fait, puisque le bivouac, lui, intervient en tant qu'accélérateur des startups après leur création.
Oui, alors le bivouac, là, il nous aide effectivement à faire piloter sa ferme 2.0. C'est-à-dire qu'on avait un premier business model qui fonctionne. On rencontre un certain nombre de limites dans notre business model. Et donc, avec eux, les consultants qu'on peut avoir, de chez Limagrin, de chez Michelin ou autres, ils nous aident à réfléchir à comment est-ce qu'on peut faire évoluer notre business model. Et donc, aller plus vite, plus loin. Et à l'optimisme. Merci. Juste pour conclure, Xavier, même question un peu stratégique que j'ai posée tout à l'heure à Thierry. Si vous aviez une recommandation pour des porteurs de projets qui veulent lancer leur activité, rétrospectivement par rapport à votre parcours, ou une erreur à ne pas commettre, je ne sais pas, quelque chose qui vous a marqué? Des erreurs, on en a fait beaucoup, on en fait encore beaucoup. Comme tout le monde. Hein. Elles nous permettent d'apprendre. Je dirais qu'il faut croire effectivement dans son idée. Il ne faut pas avoir peur d'y passer du temps. Et surtout, il faut aller vite au marché. C'est-à-dire que je pense qu'il faut très très vite se confronter aux clients potentiels. Premièrement parce que c'est beaucoup plus simple après d'aller voir des financeurs, de façon très pragmatique. Et deuxièmement, c'est pour se dire qu'on peut avoir une très bonne idée, mais il faut être certain qu'elle est vendable et qu'il y a un public en face. Donc le plus rapidement on va vers le consommateur, le client de la solution, le plus tôt on fera les bons choix en matière de développement, d'organisation, de structuration commerciale. C'est l'approche d'une start-up, si je m'abuse. Eh ben oui, on ne savait pas que ça s'appelait comme ça quand on l'a fait, mais comme quoi... C'est comme quand on fait de la prose et qu'on n'en s'en aperçoit pas. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On peut l'applaudir. Nous arrivons à la conclusion de ces deux témoignages. Est-ce que parmi vous, il y a des questions qui ont émergé des deux témoignages qui nous ont été apportés, des interrogations, des précisions par rapport à ce qui vous a été présenté, que ce soit par Thierry Vuaille, Xavier Faure ou les partenaires de la Maison Innoverne? Ou bien est-ce que votre estomac crie famine et on va passer... Ah, non, j'ai une... Je vous en prie, allez-y. Alors, je travaille pour l'agence Overscan. Nous, ça arrive très souvent qu'on ait des start-upers qui viennent nous voir, mais sans du tout connaître l'écosystème. Je vais vous donner un peu. Oui, donc je travaille pour la société Overscan et ça nous arrive souvent qu'on ait des start-upers qui viennent nous voir sans du tout connaître l'écosystème. Du coup, la question, c'est de savoir vers qui on les envoie. Est-ce que c'est directement la Maison Innoverne, ou la CCI, ou la région? Voilà. Alors, c'est une question large, mais qui est très très pertinente. Alors, la Maison Innoverne est un partenariat. C'est-à-dire que tous les partenaires que vous avez vus tout à l'heure illustrés sur les boutiques peuvent être en fait, peuvent accueillir et peuvent ensuite réorienter vers le bon partenaire, en fait, le porteur de projet. Alors, classiquement, la Maison Innoverne a également un site où vous allez retrouver l'intégralité de ces informations et il y a une possibilité également de formulaire en ligne où on dépose, notamment beaucoup de porteurs de projets indépendants viennent déposer une demande en disant voilà, moi j'ai un projet, pour l'instant c'est une idée, qui peut me donner un coup de main? Je lève le doigt, qui peut me donner un coup de main? Donc, au sein de la Maison Innoverne, en fait, on assure ensuite la ventilation de cette demande, soit vers les incubateurs, quand on s'aperçoit que c'est plutôt dédié aux incubateurs. Si c'est une entreprise, c'est vers le service CCI Innovation qui a cette charge par rapport à ça. Et ensuite, le principe de la chaîne dont Thierry Vuaille parlait tout à l'heure va se déclencher. C'est-à-dire qu'on va, en fonction des besoins du porteur de projet, qu'on va faire un diagnostic premier niveau, évaluer quel partenaire a-t-il besoin. Il y a toujours un aspect financier, hein, mais c'est effectivement, comme le disait très justement Xavier Faure, c'est peut-être pas obligé de venir tout de suite voir BPI France ou de voir venir la région. Il faut déjà analyser l'état initial pour voir en fait quels sont les bons opérateurs dans la chaîne. Mais sinon, les différents partenaires sont tout à fait aptes à accueillir et ensuite à reventiler le projet s'ils se disent bah non, finalement on n'est pas les mieux castés et peut-être aller voir directement la région parce qu'il y a un appel à projet qui est pile dedans, ou BPI France qui a des dispositifs parfaitement appropriés, ou un incubateur, en fonction là aussi du type de projet de l'incubateur. Y a-t-il d'autres questions ? J'ai l'impression qu'il y a des systèmes de marche, enfin il faut rentrer au début du système. Si on a loupé les premières marches, comment on fait pour intégrer la chaîne justement? Alors, il n'y a pas forcément... Il y a un système de marche dans le sens de l'articulation, mais on peut très bien prendre, en fait, au sein du collectif de la Maison Innoverne,
on a plusieurs types de porteurs de projets. On a à la fois des créateurs d'entreprises. Alors effectivement, plus, on va dire, plus les acteurs sont avertis tôt du projet, mieux ça se passe, parce qu'en fait, notamment lors du comité Innoverne, tous les partenaires sont au courant en même temps du projet. Donc ça permet de faire de la synergie et d'activer plusieurs partenaires simultanément. Mais le principe du partenariat, c'est aussi d'accompagner des entreprises déjà créées. Donc on a également des dispositifs d'accompagnement spécifiques pour des entreprises qui ont des projets d'innovation. Donc en fait, il n'y a pas de, on va dire, il n'y a pas de devoir royal en fait par rapport à ça. C'est plus en fait le principe d'une bonne coordination. C'est-à-dire que quand on est porteur de projet, je reprends les propos de Thierry et de Xavier, il y a tellement d'offres, de concours, d'incubateurs, etc. Il y a pléthore. Enfin, vous n'avez qu'à naviguer sur Internet, hein, vous en avez en long, en large et en travers. Après, le principe, la règle du jeu de l'écosystème de la Maison Innoverne, c'est qu'on se tient au courant les uns les autres. Donc, quel que soit votre niveau de projet, même si vous êtes une entreprise créée ou une entreprise qui a plus de 10 ou 15 ans, le Conseil régional ou BPI France finance des projets d'innovation d'entreprises qui ont déjà plusieurs décennies d'existence. Tant que ça relève de l'innovation, ça ne pose pas de souci. Il n'y a pas de voie toute tracée. Par contre, effectivement, le principe, c'est qu'on essaie de se passer le relais et d'échanger entre nous. Si on voit le porteur de projet qui va courir dans tous les sens, activer tout un tas de partenaires, mais de manière déconstruite, on se pose toujours la question de dire est-ce qu'il est, entre guillemets, ordonné dans sa demande de sollicitation. Même chose quand vous allez voir votre banquier pour faire votre projet d'investissement. Évidemment, le banquier va quand même regarder un peu la cohérence du projet, il va regarder les fondamentaux financiers. Les partenaires publics, les partenaires de la Maison Innoverne vont regarder également une certaine cohérence dans le projet. Mais il n'y a pas de... On peut prendre le projet à différentes phases de son évolution. Alors après, évidemment, il y a des règles publiques également, et l'accompagnement du pouvoir public, à un moment, il s'arrête. Hein. Le principe, c'est que lorsque l'entreprise est vraiment lancée, cela relève également pour elle du champ économique classique, où elle fait appel, par exemple, au prêt bancaire pour soutenir son investissement. L'objectif, c'est pas non plus de perfuser ad vitam aeternam. Est-ce que j'ai répondu à votre question? Merci. Dernière question? Ou les estomacs crifamines? Oui, je vois Sylvain qui hoche la tête, donc son estomac crifamine. C'est beau, il parle pour la majorité. Pas d'autres questions? Eh bien écoutez, je tiens à vous remercier d'avoir assisté à ces deux témoignages. J'espère qu'ils vous ont été instructifs et profitables. Ah, je passe un petit peu vite. Je vous remercie. Je tiens à remercier de nouveau Bovie Market et Piloter sa ferme pour leur témoignage. C'est toujours évidemment plus intéressant d'avoir directement un entrepreneur pour avoir son retour, hein, en sachant que personne n'est parfait dans l'accompagnement public, mais on essaie de s'articuler et d'optimiser notre accompagnement. Je remercie bien évidemment les partenaires de la Maison Innoverne hein, qui contribuent tous les jours à cet accompagnement régulier et à l'animation de l'écosystème local, ce qui, comme l'avait illustré Jean-Pierre Brenas, permet d'avoir un dynamisme même dans une métropole qui n'est pas effectivement à l'échelle de Lyon ou de Grenoble. Je remercie également le Bivouac pour l'aide à l'organisation et une fois de plus le Conseil régional pour l'accueil aujourd'hui dans l'hôtel de région. Si vous avez des questions, et je suis sûr que vous en avez, ou des précisions, les partenaires de la Maison Innoverne ici présents seront à votre écoute lors du cocktail qui va se dérouler. Vous descendez l'escalier et c'est la salle qui se trouve juste en dessous. Je vous souhaite une bonne après-midi.